7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. L'ingénieur africain de demain, c'est moi, déjà. Mais c'est aussi cette personne qui a cette capacité de comprendre dans quel environnement il est, de comprendre l'impact qu'il peut avoir dans cet environnement et d'être conscient que sans lui, l'Afrique ne peut pas évoluer. Pour moi, l'ingénieur de demain doit d'abord être une personne pragmatique parce que la réalité est supérieure à l'idée. Il faut être capable de s'adapter à ce qu'on rencontre. Or, ce pays a besoin de grandes réalisations. Il a besoin de personnes qui vont se battre pour leurs rêves. Je rêve de voir un Cameroun meilleur. Je pense que l'ingénieur de demain ici au Cameroun doit être quelqu'un qui soit capable d'innover, doit être cet ingénieur-là qui soit capable même de détecter les tendances et de le concrétiser, de le réaliser dans son propre pays. Parce que c'est facile de critiquer, mais qu'est-ce que nous-mêmes on fait pour améliorer notre pays? Je pense que c'est ça qu'on doit se poser. Comme on dit, be the change you want to see in the world. Tu dois être le changement que toi-même tu veux voir. 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Reportage aujourd'hui au Cameroun sur la formation des ingénieurs. Une certitude, ils sont trop peu nombreux. Seulement 10% des étudiants de l'enseignement supérieur dans le pays se destinent au métier d'ingénieur, technicien supérieur. C'est un chiffre qui est trop faible pour un continent en pleine croissance, dont le besoin en ingénieurs va être de plus en plus important. Le problème, c'est l'offre de formation des ingénieurs. Elle est réduite, souvent coûteuse, pas adaptée au marché de l'emploi et à la réalité industrielle en Afrique centrale. Alors, comment former l'ingénieur africain de demain pour les besoins du continent ? De leur côté, à quoi rêvent les jeunes ? Reportage à Douala de Raphaël Constant. Bonjour Raphaël. Bonjour Emmanuel. Au Cameroun, donc, le secteur de l'enseignement supérieur est en pleine expansion et il attire des écoles françaises qui veulent former les jeunes talents. Oui Emmanuel, et c'est le cas de l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers, une école d'ingénieurs française créée à Lille en 1898 et qui compte 12 sites dans le monde, dont 3 en Afrique. Déjà présent au Cameroun et au Congo-Brazzaville depuis 2002, l'ICAM a inauguré son propre campus, Yanssoki, à Douala en 2013. Et il est situé à l'écart du centre-ville, sur la rive nord du fleuve d'Ibamba, dans un parc de 2 hectares. Et cette année, 528 étudiants de 7 nationalités se mélangent, Congo, Cameroun, Tchad, Gabon, France ou encore République centrafricaine et Nigeria. Alors pourquoi l'ICAM a choisi de s'implanter en Afrique centrale ? Alors l'Institut est en partenariat avec l'UCAC, c'est l'Université catholique d'Afrique centrale, qui avait besoin de mettre en place des formations d'ingénieurs de terrain, notamment à la demande de Total Energy qui souhaitait recruter des compétences locales, Emmanuel, moins chères que des expatriés. L'UCAC a donc fait appel à l'ICAM, qui avait une expérience plus que centenaire dans la formation d'ingénieurs et techniciens, et donc enseignants-chercheurs africains et français ont co-construit des programmes en fonction du contexte local pour ne surtout pas calquer des pédagogies sur le modèle européen. Et pour mieux comprendre les aspirations des futurs ingénieurs, vous avez tendu votre micro à des étudiants. Brandon, Lise, Laure, Kevin, ils ont la vingtaine et ils suivent tous les 3 une formation d'ingénieurs généralistes orientés innovation et entrepreneuriat. Je les ai donc rencontrés entre 2 cours, sous les grands flamboyants, dans le jardin du campus. Alors, le choix du métier d'ingénieur, c'est par l'admiration que j'avais pour mon père. Notamment, sa manière de réfléchir et d'aborder les problèmes. Très structuré, très logique, très rationnel. Et parce que votre père était ingénieur ? Parce que mon père était ingénieur en électromécanique et diplômé de Polytechnique. Il faut que je sois comme ça, il faut que j'adopte la même attitude au quotidien. J'aimerais être ce genre de personne. Je trouve que le fait qu'il s'inspire de son père, c'est beau, mais moi, c'est pas trop ça en fait. Moi, je me suis inspirée de mon pays et je trouve que parmi les autres pays africains, c'est pas vraiment un pays très développé, même comme c'est le plus développé d'Afrique centrale. Du coup, de voir déjà les routes bitumées, de voir le manque d'infrastructures autour de moi, ça m'a un peu révoltée, si on peut dire comme ça. Et moi, j'ai décidé en fait d'être ingénieur car j'aime bien tout ce qui est conception, plus dans le domaine de l'énergie renouvelable, habitat low-tech dans mon pays et tout. J'ai d'abord un excès de patriotisme pour ce pays déjà. Du coup, j'aimerais être parmi ceux qui vont bâtir en fait mon pays, c'est ça. Construire quoi par exemple ? Des bâtiments et des maisons intelligentes surtout. Ici, par exemple, on a les stades qui existent depuis que nos parents sont nés. Il n'y a pas vraiment de nouvelles technologies. Donc moi, j'aimerais construire des immeubles qui utilisent
de l'intelligence artificielle par exemple, même des voitures aussi. Si on utilisait aussi plus de voitures peut-être électriques, déjà le taux de pollution aura diminué ici dans ce pays parce que on subit quand même le réchauffement climatique ici. Donc c'est un peu ça que j'aimerais changer, c'est pour ça que j'ai décidé d'être ingénieur. Et vous alors justement, quel ingénieur vous voulez être demain ? Je voulais plus être dans une formation qui me permettra d'être libre en fait, d'exprimer ma passion. J'aimerais être entrepreneur axé dans le domaine de la conception des pièces mécaniques parce que la mécanique c'est un module que j'aime beaucoup aussi. Il y a aussi le bâtiment. Au Cameroun, on a beaucoup de problèmes en termes de construction de bâtiments. Récemment, il y a des bâtiments qui sont écroulés. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes ont une image assez médiocre des ingénieurs camerounais. Et nous, on se dit pourquoi en fait notre pays est comme ça, pourquoi toujours ce sont les étrangers qui viennent et réalisent des projets pour nous, pourquoi nous ne pouvons pas aussi mettre sur pied les mêmes systèmes ou bien peut-être un système plus mieux pour essayer de solutionner en fait les problèmes qu'on rencontre. Notre pays ne fait pas assez confiance aux ingénieurs locaux pour qu'on puisse avoir un Cameroun meilleur. Mais justement, pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de formation ? On a été habitué jusqu'en terminale, on nous donne des notions théoriques, on se bat à les appliquer dans des exercices. La pratique, les laboratoires par exemple, ne sont peut-être pas aussi bien équipés que ceux qui sont donnés dans les pays occidentaux, dans les pays développés. Et cela crée certaines lacunes qui sont perceptibles. Par exemple, la manipulation de certains outils, certains logiciels notamment. Nous, par exemple, dans notre formation, on nous apprend à manipuler des logiciels tels que Proteus en électronique, tels que SolidWorks en mécanique, que quand je discute par exemple avec mon père ou avec d'autres ingénieurs sortis de Polytechnique, ils n'ont pas eu l'occasion, la chance de manipuler. Et le monde évoluant, les technologies ou les logiciels ou les outils de nos ingénieurs évoluent également. Et il faudrait que notre pays et nos systèmes de formation évoluent de la même manière ou à la même vitesse, de manière à ce que les ingénieurs qui sortiront prochainement soient capables d'utiliser ces outils qui se veulent révolutionner. Qu'ils soient à la page en fait. Exactement, qu'ils soient à la page et qu'ils soient adaptés au marché qui sera le nôtre. Il y a la compétition qui sera la leur. Également, il y a aussi un petit problème de mentalité. L'idée de se dire que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qui est produit localement. Je sais que les élèves camerounais sont brillants. Si on donne aux ingénieurs camerounais certains moyens de formation et qu'on leur fait confiance, de grandes choses pourront être accomplies. Moi, j'en suis convaincu. Alors, je suis Martial Adian, directeur de l'ICAM, un campus à Pointe-Noire et un campus à Douala. Selon les études, notamment de l'UNESCO, il manquerait environ 4 millions d'ingénieurs à l'échelle du continent. Alors, les chiffres au Cameroun sont très peu précis, mais selon un sondage récemment fait, cofinancé par l'Union européenne, il y aurait un besoin de 1000 ingénieurs à peu près au Cameroun chaque année. En parallèle, est-ce qu'on sait à peu près combien d'ingénieurs sortent d'écoles de formation d'ingénieurs ? On sait qu'il y a une quarantaine d'écoles privées et publiques qui forment des ingénieurs, enfin master professionnel, master et ingénieur confondus, parce que le titre d'ingénieur au Cameroun n'est pas protégé comme en France. Et donc il est facile d'appeler des titulaires de master ingénieurs, ainsi de suite. On sait qu'il y a une quarantaine. Je parierais pour 500-600 ingénieurs. Le problème, c'est pas avant le bac, parce que le niveau scientifique des élèves au niveau bac est très bon en Afrique. Voilà. C'est l'offre de formation qui est réduite, et quand elle existe, elle ne s'adapte pas au marché de l'emploi. Elle est décorrélée des besoins de la réalité industrielle, et qui, en général, est un copier-coller de quelques formations qui existent en France, en Amérique, qui collent mal à la réalité du terrain africain. Alors du coup, quels sont les besoins du marché des entreprises au Cameroun ? Nous avons fait une enquête auprès de 300 entreprises au Cameroun, dans la place de Douala. On voit émerger 3 ou 4 profils les plus recherchés. Voilà, nous nous réjouissons de citer ingénieur généraliste, parce que c'est une formation que nous avons introduite il y a 20 ans en Afrique centrale, qui n'existait pas. Il y a le génie électrique, le génie industriel, et tout ce qui est génie logiciel et ingénierie de la donnée aussi. Data science, big data et autres. Voilà. Un secteur en pleine émergence, j'ai envie de dire, en Afrique. Voilà. On est à peu près au même niveau de besoins dans le monde. Voilà, c'est-à-dire que le fait d'être un pays moins avancé ou pas très industrialisé ne nous n'exonère pas du besoin d'analyse de la donnée. Tous les secteurs ont besoin effectivement de l'ingénierie de la donnée. Aujourd'hui, quels sont les besoins et les compétences que les jeunes ingénieurs doivent maîtriser
pour arriver pleinement opérationnel sur le marché de l'emploi au Cameroun? C'est un ingénieur pluridisciplinaire et une bonne capacité d'adaptation. Parce que les entreprises camerounaises, le secteur primaire est encore en pleine exploitation, avec des technologies parfois très anciennes. Et nos ingénieurs doivent avoir de très bonnes capacités d'analyse transversale, parce que nos entreprises sont par capacité d'employer, je parle des PME notamment, des ingénieurs dans tous les domaines d'activité. Dans les années qui viennent, on va faire la transition de nos outils de production. Et voilà, il faut des ingénieurs qui ont bien les pieds sur terre, mais qui sont également friands et au parfum des nouvelles technologies, voilà, qui sont capables d'accompagner l'Afrique dans cette transition-là. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut plus d'ingénieurs généralistes qui soient capables de couvrir un plus grand champ de compétences dans les PME, c'est ça ? Oui, des ingénieurs qui connaissent la réalité du monde industriel. Ici, l'ingénieur doit avoir un certain nombre de compétences, d'acquis techniques, pratiques, d'être capable sur les parties opératives, de faire un certain nombre de choses par lui-même dans notre tissu économique. C'est le maillon, c'est la transition entre les ouvriers des terrains, les techniciens supérieurs. C'est un maillon qui manque et parfois l'ingénieur a un management direct des opérateurs des terrains. Et donc pour les PME africaines, on a besoin des ingénieurs qui savent faire par eux-mêmes et qui ont des capacités managériales. Voilà. Nous développons des pédagogies actives, que ce soit notre parcours informatique ou notre parcours ouvert. Nous avons des approches par problème et par projet. Et en réalité, en entreprise, la vraie vie, c'est comme ça, on a un problème et on cherche des solutions. Et donc cette approche donne à nos étudiants une capacité d'auto-apprentissage, d'auto-formation qui les conduit rapidement à plus d'autonomie par rapport à la pédagogie classique ou par rapport à une école classique. Il manque au moins 500 ingénieurs chaque année non fournis donc par les écoles. Raphaël Lucas Kikam, 2 écoles camerounaises et françaises proposent plusieurs formations et surtout des pédagogies innovantes qu'on ne retrouve pas ailleurs au Cameroun. C'est ça, par exemple la licence professionnelle en maintenance industrielle, option instrumentation pétrolière, la licence développement durable, énergie et environnement, et puis le petit dernier, le plus innovant, le parcours ouvert, un cursus Emmanuel Post-Bac proposé depuis 2018 qui est basé sur l'expérimentation et la résolution de situations. Alors à partir de la 3e année, les étudiants partent 1 an minimum sur un campus ICAM en France, au Brésil ou en Équateur, avec une période de stage pour expérimenter la réalité industrielle locale dans un autre environnement. Explication tout de suite avec Gérard Béral, diplômé de la promotion 2017 et aujourd'hui chef de projet Parcours Ouvert. On apprend aux étudiants, aux apprenants autant pour moi, parce que dans notre concept, on ne dit pas étudiant mais apprenant. Pourquoi ? Parce que, et vous savez, lorsque vous apprenez par vous-même, certes c'est difficile, mais les acquis restent. On ne dit pas enseignant dans notre concept, mais guide ou tuteur. Parce que comme c'est une pédagogie active, les étudiants sont à hauteur de 80% responsables de leur formation. Donc, il n'y a pas un disséminateur de savoir, mais plutôt un guide. Contrairement à la pédagogie descendante, en fait, qui part du professeur classique vers l'élève. Voilà. Nous avons la première activité que nous appelons le PBL, qui est l'élément central, c'est-à-dire Problem Based Learning. Les étudiants apprennent à partir d'un problème. Ils découvrent le problème, ils essaient de réfléchir rapidement en groupe, chacun fait des propositions. Donc les étudiants viendront donc par groupe et présenter donc la solution au problème. Et la dernière phase, il est donc important, n'est-ce pas, de partager les solutions diverses obtenues sur les différents sites. Généralement, ça se fait en visio en ligne et ils pourront donc ensemble trouver une solution finale et optimale. Le second élément, ça s'appelle donc le temps expert. C'est un cours classique où on donne aux apprenants des savoirs nécessaires. Ils ont donc tous les éléments nécessaires pour migrer donc dans le projet. On leur montre c'est quoi la conception. Et l'élément que nous avons choisi, c'est un élément pluritechnologique et pluridisciplinaire, qui est le drone. Et en quoi ce programme, pour vous, c'est vraiment novateur et c'est le futur de la formation d'un ingénieur qui sera opérationnel sur le terrain au Cameroun? Dans beaucoup d'entreprises, lorsqu'on veut recruter un ingénieur, on mise sur les années d'expérience. On recherche donc la compétence nécessaire pour le poste. On va prendre le cas, par exemple, du cosinus X ou par exemple du sinus X. Vous allez voir. Eux, on ne vient pas faire un cours de trigonométrie. On va dire, bon, voici ce que c'est qu'un cosinus de X et sinus de X.
On dit le fermier a besoin de connaître la superficie, par exemple, de son champ. Mais la forme du champ n'est pas classique. Du coup, vous ne pouvez pas utiliser les formules usuelles. Les étudiants, donc, ils vont donc se rendre compte que pour calculer une surface, nous pouvons utiliser, par exemple, le calcul intégral. Avec ces savoirs, ils vont donc revenir sélectionner le savoir adéquat pour venir appliquer et trouver la superficie du champ. Autre chose, c'est que durant leur parcours, ils sillonnent les différents sites ICAM. Donc un étudiant, il peut commencer ici au Cameroun, il se retrouve à Kinshasa, ensuite au Brésil, en France et en Inde. Durant ce voyage, ils essayent d'intégrer, par exemple, les problèmes liés à la culture, au contexte. Parce que je tiens à noter qu'il y a des ingénieurs qui proposent uniquement des solutions, par exemple, pour un contexte bien défini. Et lorsqu'on sort de ce contexte, la solution devient obsolète. Donc la force de nos ingénieurs, parcours vers innovation, ils pourront proposer tant bien des solutions pour un cas spécifique ou bien pour un cas universel, pour plusieurs contextes. Vous, en tant que tuteur de futurs ingénieurs, où est-ce que vous espérez les voir prospérer ? L'ingénieur, c'est celui-là qui est appelé, n'est-ce pas, à développer et trouver des solutions en tenant compte des challenges auxquels l'Afrique est en train de faire face. Par exemple, pour participer activement à la lutte contre le changement climatique, en faisant la conception et la réalisation des systèmes et des produits nouveaux, utilisant par exemple des matériaux non polluants. Voilà. Nous avons un problème à l'accès à l'énergie. Si on augmente par exemple l'accès à l'énergie, indirectement, on participe au développement. L'ingénieur de demain pour l'Afrique, nous devons beaucoup miser sur la production. Et aussi la transformation de ces matières premières, finalement. Prenons par exemple le cas de la tomate. Il y a une très grande quantité de tomates qui est perdue. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a un problème par exemple de stockage et de conservation. S'il y a des ingénieurs qui proposent donc des solutions de transformation de tomates, on gagnerait considérablement. On va dire, nous sommes en train de tendre vers la 4e révolution industrielle, voilà, qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc, on aimerait aussi qu'ils pensent déjà, n'est-ce pas, à proposer ces solutions et les adapter, surtout pour l'Afrique. Parce qu'en majeure partie du temps, les solutions viennent d'ailleurs et nous avons souvent des problèmes à les adapter dans notre contexte. Alors nous sommes ici dans le Fab Lab qui est notre espace de création où on donne la possibilité à nos étudiants de fabriquer rapidement de l'idée à l'objet, au prototype et permettre donc de booster, si on peut le dire, l'inventivité dans notre écosystème. Alors on est dans un laboratoire, je vois un espace impression 3D, il y a un atelier électronique, un peu plus loin il y a un laser de découpe et sont exposés aussi sur la droite des projets sur lesquels les élèves ont travaillé, c'est ça ? Les outils pour travailler en électronique, notamment les fers à souder, alimentation stabilisée, station à air chaud, bref, tout ça c'est des petits matériels dont on a besoin quand on veut faire du travail électronique. On peut avancer ? On peut avancer, naturellement. Il y a des projets qu'on lance et avec lesquels on travaille chez les étudiants. Là, par exemple, je vais vous présenter une mini-voiture électrique. On peut essayer ? Bien évidemment. Alors, on va sortir, se mettre. Racontez-moi de quoi elle est faite, comment elle fonctionne, quelle était surtout l'idée de ce projet. L'idée, c'est de faire un modèle de voiture simple à reproduire, fait avec un châssis en bois. Ils font, mais ils peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus perfectionné. Et à la fin, on compte lancer un challenge, une compétition où tous ceux qui ont fabriqué leur voiture viendront faire la course. Et après, voilà, on verra quel est le meilleur. On lance le challenge. L'idée, c'est vraiment d'inciter les gens à développer leurs capacités. Ils ne doivent pas se mettre les limites dans la tête parce qu'on a un slogan ici disant que votre seule limite, c'est votre imagination. Et en faisant, certaines pourront découvrir une passion, une nouvelle vocation et se dire que si j'ai pu faire ça, alors je peux faire bien d'autres. Pas forcément attendre une solution qui vient d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression que les futurs ingénieurs qui viennent travailler dans ce Fab Lab cherchent aussi des solutions pour répondre aux besoins du pays, du continent ? Oui, pour le moment c'est encore timide, mais les quelques étudiants avec qui
je travaille et qui sont motivés, justement, réfléchissent à ce type de solution, justement, pour gagner en confiance en eux-mêmes, dans leurs capacités techniques, parce que le parcours ouvert évolue à partir de la 4e année sur un parcours innovation et entrepreneuriat. Ils doivent avoir une idée de création d'entreprise qu'ils doivent mener de bout en bout pour aboutir à un projet prêt à être présenté à un éventuel bailleur de fonds. Et justement, pour ça, ils doivent avoir des problématiques réelles de notre environnement pour répondre à un besoin. Vous avez des exemples? Ceux qui sont actuellement en 4e année travaillent sur 4 projets. Il y a un projet de biogaz, il y a un projet sur Smart Home, mais beaucoup plus... Les maisons intelligentes? Oui, mais beaucoup plus avec l'accent sur la gestion optimale de l'énergie dans les maisons. Et le 4e groupe qui travaille sur un projet de pisciculture. On a un projet qu'on veut lancer au Fab Lab d'ici quelques semaines pour fabriquer un mini-générateur qui fonctionnera à base de charbon de bois. Mais bon, ça c'est encore un projet. 7 milliards de voisins. Il y a des talents sur lesquels moi je parie. Vraiment, l'Afrique regorge de talents. Vous écoutez RFI 7 milliards de voisins, reportage de Raphaël Constant au Cameroun sur les ingénieurs africains de demain. Un reportage à la rencontre de jeunes qui veulent mettre leurs compétences techniques au service du développement de leur pays, Raphaël. Oui, justement, 20% des cours portent sur la formation humaine et le management pour faire d'eux des futurs ingénieurs conscients des enjeux sociétaux et économiques de demain en Afrique. J'ai suivi un cours de 3e année, un TD temps expert sur les matériaux et la solidification des métaux. Attention, c'est technique. Ok, première chose qu'on va faire, on va identifier la composition des alléages des agents de 30%. Enfin, maintenant, on fait une extrapolation pour voir où sont les températures. La température où ça solidifie à 30%, n'est-ce pas? Et après, maintenant, on utilise la règle du Levas Rule. Aussi, par rapport à ça, on peut trouver aussi quoi? La température de solidification du alliage des agents de 30%. Pourquoi? Pour le palladium et pour argent. Je vous laisse travailler. Est-ce que c'est à partir des températures qu'on va déterminer? C'est à partir de X1 et X2? X1 et X2, c'était pour la première question. Là, on va devoir ressortir avec d'autres valeurs de X1 et X2. Oui, je dis les X1 et X2, on va déterminer ça à partir du 1400 qu'on a pris ici là. Exactement, ok. Je m'appelle Mibale Melvin Stéphane, je suis gabonais et je suis inscrit en parcours ouvert à l'Institut Kakikam. Pourquoi vous avez choisi de faire vos études à l'UKAKICAM, ici à Douala? Et pourquoi vous avez choisi particulièrement ce nouveau programme, le parcours ouvert? Premièrement, j'ai choisi l'UKAKICAM Douala parce que j'ai toujours posé la question, est-ce que l'Afrique peut former de bons ingénieurs? On a tous le rêve de voyager et j'avais ce rêve moi aussi. J'ai choisi le parcours ouvert pour ce qu'il apporte. J'avais lu un article bien avant de venir ici sur le fait qu'en 2024, 40% de la population des jeunes diplômés devraient faire une reconversion. Et ce parcours offre tellement de possibilités du fait que c'est une formation pluridisciplinaire, ce qui fait que si un jour le métier que je fais ne me plaît pas, j'aurai cette capacité très facilement d'aller sur autre chose. Parce que l'un des points forts de notre parcours, c'est l'innovation. Et je pense que l'Afrique en a vraiment besoin aujourd'hui. Et pourquoi particulièrement ? Pour la simple raison qu'on nous a toujours habitués à l'utilisation en fait, à acheter et à utiliser. Le problème, c'est que les machines qui sont fabriquées dans des pays tels que l'Europe sont fabriquées pour l'Europe. Je vais prendre un exemple simple. Il y a une entreprise ici qui fabrique des yaourts. Ils avaient en fait acheté une machine de transformation de yaourt, mais c'était pas adapté au réseau électrique camerounais. Donc ils pouvaient pas utiliser la machine. Donc c'est de l'argent en fait tombé dans rien du tout. Je veux à terme pouvoir fabriquer des machines pour l'Afrique avec les défauts de l'environnement, le retard que l'on a d'un point de vue technologique. Pouvoir aussi adapter les coûts de telle sorte que les entreprises puissent acheter sans pour autant que ce soit trop cher pour elles. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous forme aussi à une certaine innovation frugale? Donc ça veut dire qu'ils s'adaptent vraiment à ce contexte africain? Ou est-ce qu'on vous forme à l'innovation sur des standards internationaux? On nous forme pour des standards internationaux, mais nos profs n'ont de cesse de répéter que vous êtes en Afrique et vous êtes formés pour l'Afrique. On a formé un groupe de travail en classe pour innover déjà, penser à des solutions pour demain. En fait, on veut concevoir un vélo avec des batteries électriques à l'arrière, ce qui existe déjà. Mais on aimerait aussi pouvoir récupérer l'énergie cinétique
Il y a beaucoup de trous sur nos routes. Donc au moment où le vélo rentre dans le trou, il y a de l'énergie cinétique qui se crée. On aimerait pouvoir récupérer cette énergie cinétique et la transformer en énergie électrique afin que les batteries ne soient pas déchargées en permanence. Donc c'est en fait innover, mais en s'adaptant au contexte dans lequel vous êtes ici en Afrique centrale. Tout à fait. On innove en s'adaptant au contexte, on innove en s'adaptant aussi aux gens et aussi aux moyens que ces gens ont. Parce que si vous voulez apporter une solution à un agriculteur, mais que c'est des capteurs qui coûtent des centaines d'euros, alors que c'est un agriculteur local, c'est pas possible. Et donc vous, si je comprends bien, vous voulez, après vos études, rentrer au Gabon. À aucun moment, vous voulez avoir une expérience en France ou aller travailler en Europe ou ailleurs ? Idéalement, je veux travailler dans mon pays. La seule chose qui pourrait me faire aller ailleurs, c'est si on découvre peut-être un nouveau minerai, qui a peut-être une nouvelle manière d'être traité. Il faut apprendre un nouveau procédé. Là, je peux dire oui, j'y vais pour un temps, j'apprends et je reviens. Mais je ne me vois pas travailler ailleurs que dans mon pays. On a du retard dans tellement de domaines et je me dis que... C'est-à-dire ? Rien que dans la vision même des choses, on a tendance à... C'est un peu méchant, mais à paresser. Non, pourquoi construire une route qui va durer sur des années alors qu'on peut mettre du gravillon juste le temps que les pluies passent et après les pistes reviennent, c'est pas bon en fait. C'est pour ça que je veux vraiment rentrer chez moi, taper du poing sur la table si je le peux, pour dire que non, il y a d'autres manières de faire en s'adaptant à notre environnement. Et comment vous avez fait pour prendre en charge financièrement ces études qui ont un certain coût ? Oui, ça a un certain coût. Depuis la prépa jusqu'au diplôme, je dirais 12 400 000 si vous êtes ici, à Douala. Un peu plus de 12 millions de francs CFA, ça fait à peu près 19 000 euros. Mais à partir de, normalement, 4e année, donc prépa plus 3 ans de formation, on est sur 8 millions d'abord, plus si vous allez en France, parce qu'il y a possibilité d'aller en France, 8 500 euros en I4 et 8 500 euros encore en I5. Le parcours ouvert est le parcours le plus cher de l'ICAM. C'est une formation standard européen, donc faut pas vous attendre à un cadeau. Beaucoup disent qu'ils sont l'espoir de leur famille, mais chez moi, je parlerais plutôt de l'espoir de tout un village. Mon père paye la première partie et 3 de mes tantes m'envoient 50 000 francs chaque mois pour arriver à cumuler toute la scolarité en fait. Donc ça amène à une question, est-ce que, d'après vous, l'UCAM et ce parcours ouvert est une école de l'élite ? Oui. Certains disent que c'est l'université la plus chère du Cameroun. Et si aujourd'hui vous me posez la question, est-ce que tu auras un emploi à la fin ? Je ne peux pas vous répondre oui. Est-ce que j'aurai des compétences ? Ça, je peux vous répondre oui. De vous à moi, mon rêve personnel est de reprendre l'entreprise familiale qui est d'exploiter le bois au Gabon, mais d'une manière nouvelle, c'est-à-dire jusqu'à la moindre ressource que le bois peut apporter. Étendre cela à l'utilisation aussi du bambou. Le bambou a cette facilité de pousser dans tous les pays et il n'impacte pas l'environnement de manière négative. Parce qu'ici, en cours de donc d'environnement, on nous apprend aussi la préservation de la nature dans son exploitation. Et Melvin, est-ce que vous avez parlé de votre projet professionnel une fois diplômé à votre famille ? Non, j'ai pas pu parler de ça parce que, vous savez, les parents... Il faut qu'en fait les parents sortent de cet esprit que l'enfant est là en fait pour avoir un travail et aller en Europe, pouvoir envoyer de l'argent par mois. Non, il faut que tout le monde puisse ressentir ce besoin que l'Afrique a besoin d'être construite et que ça se fait par nous. C'est un débat qui est au cœur de l'Afrique en ce moment et on n'est pas là pour tenir des discours dans des bars en disant que l'Afrique n'évolue pas parce que les politiques, parce que ceci. On a la capacité d'avoir de l'impact au quotidien. Si tu veux que ta ville soit propre, évite de jeter le papier. Si tu jettes le papier en te disant que non, le président doit envoyer quelqu'un nettoyer, tu ne participes pas au développement de ton pays. Il faut pouvoir, même si ça n'avance pas vite, tout de suite, apporter sa petite pierre à l'édifice. Melvin Stéphane, étudiant gabonais. Génération consciente. Raphaël, est-ce que tous les étudiants sont aussi visionnaires ? Alors, on va dire qu'il y a deux tendances. Selon les statistiques 2018 de l'UCAM, la majorité des ingénieurs diplômés travaillent dans des multinationales en Afrique. Et sinon, on en a plutôt 10% à l'étranger et seulement 4% qui créent leur entreprise. Mais pour les étudiants que j'ai rencontrés, vous les avez entendus, Melvin Stéphane, Liz-Laure ou Brandon, ils rêvent tous de monter leur propre entreprise sur le continent. Alors, ils n'excluent pas pour autant une expérience dans une grande entreprise ou à l'étranger pour maîtriser les rouages de la profession, comme ils disent. Mais leur plan est clair, participer au développement
technologique de leur pays. Et ces rêves ont néanmoins un certain coût, pas loin de 20 000 € pour les 5 ans, comme l'a expliqué Melvin Stéphane. Quelles alternatives pour des jeunes de familles modestes? Alors, il y a un système de bourses et de prêts au sein de l'école dont 250 étudiants ont aujourd'hui bénéficié, mais surtout la formation par apprentissage, Emmanuel. En fait, l'entreprise prend en charge les études. Et c'est d'ailleurs sur ce cursus que l'ICAM a misé en précurseur déjà en 2002, puisque c'est le parcours historique de l'Institut. Alors les étudiants passent en fait 2 ans à Pointe-Noire pour obtenir un BTS en maintenance industrielle et 3 ans de cycle ingénieur généraliste à Douala, dont 2 ans en apprentissage en entreprise. L'alternance est en fait peu développée en Afrique centrale, il faut le dire. Au départ, seules les entreprises européennes connaissaient le modèle et du coup acceptaient les jeunes en formation. Aujourd'hui, une dizaine de PME à Douala sont intéressées. Alors c'est encore assez peu, mais les PME doivent, il faut le dire quand même, débourser entre 8 et 10 millions de francs CFA, environ 12 000 € pour tout le cycle de formation. Ça comprend les frais de scolarité et les indemnités versées à l'étudiant. Oui, donc il faut être motivé pour une PME. En quoi la formation en alternance permet de former l'ingénieur de demain? Alors je suis allée toquer à la porte d'une PME pour leur poser la question. Cometal, une entreprise camerounaise spécialisée dans la construction métallique, la maintenance industrielle et pétrolière pour des entreprises comme Total, Perenco et localement Tradex. Pour vous donner une idée, on y construit par exemple des grandes cuves, des engins roulants, des pipelines. Et donc Cometal est situé à Bonaméry, dans la zone industrielle, à côté du port de Douala. Il est 10h du matin quand j'arrive sur le site où Guy Chokona m'attend. Il est diplômé de l'UCAM promotion 2011. Aujourd'hui ingénieur et directeur de projet. Chaussures de sécurité, veste orange fluo et casque de chantier obligatoire. Là, on est dans les ateliers de Cometal, au cœur de la production. Comme vous pouvez le voir, là, on a des ouvriers qui sont à pied d'œuvre, notamment des chaudronniers, des soudeurs. On peut avancer ? Oui, pas de souci. On voit une trentaine d'ouvriers qui sont en combinaison orange ou bleu avec des casques évidemment, puisqu'on est sur un chantier en fait. C'est notre quotidien, comme vous pouvez le voir. Nous avons régulièrement des travaux de chaudronnerie, c'est-à-dire nous débitons des tôles, nous les assemblons. Et enfin, nous avons des traitements de surface. On se déploie dans toute la sous-région où on a pas mal de travaux, de projets sur lesquels on intervient régulièrement. Quel genre d'ingénieur vous cherchez? Quelles compétences ils doivent avoir? Quel profil en fait? Principalement, ils doivent être généralistes. Parce que nous avons l'habitude d'intervenir chez des clients pluridisciplinaires. Nos ingénieurs ont 2 grandes missions, notamment la réalisation des devis. Ça veut dire qu'ils vont discuter avec le client. Il y aura des phases de négociation commerciale. Ça, c'est un aspect. Ils sont obligés de maîtriser le produit fini qu'ils livrent. Et là, ça fait beaucoup plus appel aux compétences techniques. Après, il y a la phase de réalisation du projet, où ils devront mettre en avant leurs compétences techniques et de management. Malheureusement, sur le plan local, on n'a pas d'institut ou d'école qui forment spécifiquement pour notre corps de métier. Donc, généralement, on a la chance d'avoir des ingénieurs que nous prenons quand ils sont encore en études, à travers des ateliers notamment, où on a le temps de leur mouler de telle sorte qu'à la sortie de leur école, ils soient directement opérationnels et puissent s'intégrer au sein de notre entreprise. Mais justement, en quoi c'est une plus-value de prendre des étudiants en apprentissage et de les former selon les besoins de votre entreprise? D'abord, c'est un gain de temps énorme. Dès qu'ils arrivent à Cometal, leur première mission consiste à avoir des tâches proches des ouvriers. Ils interviennent dans les ateliers. L'idée est qu'ils comprennent nos différentes activités opérationnelles, c'est-à-dire la chaudronnerie, la soudure, la peinture. Peu à peu, on les confie des missions, participer aux conceptions des produits. Après, ils interviennent dans les chiffrages. Et avant, juste quelques temps avant leur sortie, on leur lâche dans le grand bain où ils commencent à gérer pleinement les projets. Et pourquoi c'est un système qui est novateur en Afrique centrale, notamment au Cameroun, l'alternance comme système de formation? Je pense que c'est beaucoup plus lié au fonctionnement local de la formation au Cameroun. C'est-à-dire aller au niveau de l'école, prendre des notes, rédiger et après à la suite de l'école, essayer de voir ce qu'on peut faire. Basé sur la théorie en fait, voilà, uniquement, vous voulez dire? Globalement sur la théorie. Et c'est un problème pour nous, parce que nous qui sommes dans un domaine purement technique, nous n'avons pas le temps de
former un ingénieur qui est censé être opérationnel. Sur le plan local en formation d'ingénieurs, c'est que généralement les ingénieurs ont des stages à la fin de leur parcours. Et les entreprises ont du mal à leur confier des missions qui seront véritablement utiles pour l'entreprise parce qu'il y a certaine confiance et ces ingénieurs sont là que pour un temps. Le système de l'Institut de CAC et CAM permet à ce que l'ingénieur soit là pour une longue période, 3 ans, 2 ans. Donc ils ont le temps de s'imprégner au fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise a le temps de les mettre en confiance, de leur donner des missions qui vont servir aux besoins de l'entreprise. De telle sorte qu'à leur sortie, ce sera une continuité. Tout le monde gagnerait à ce que ce système soit vulgarisé. Est-ce que vous pensez que justement pour aller dans ce sens, les entreprises et les écoles devraient se faire plus confiance pour travailler ensemble pour que justement ces formations des jeunes ingénieurs soient plus efficaces et en fait façonnent l'ingénieur de demain? C'est une certitude. Si les industriels qui sont censés utiliser ces ingénieurs ne sont pas satisfaits du produit qu'ils reçoivent, c'est un problème. Parce que l'idée aussi n'est pas de former des ingénieurs qui seront après en chômage. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée est de former des jeunes qui pourront s'intégrer, qui pourront facilement trouver un emploi et être rapidement opérationnels sur tous les plans. Je quitte le chantier et je rentre dans les locaux de Cometal. Bonjour. Bonjour, Hubert Olon-Imga, ingénieur projet chez Cometal. Vous avez quel âge? J'ai 25 ans. À la base, j'ai eu un baccalauréat C. Après, j'ai fait... Ça veut dire scientifique? Ouais, baccalauréat scientifique. Après, j'ai fait 2 ans à l'IUT de Douala, BTS en construction mécanique. Et après, j'ai réussi le concours d'entrée à l'Institut CAC et CAM où j'ai fait 3 ans en formation par alternance à Cometal. Et par la force du travail et des choses, j'ai pu obtenir un contrat à la fin de mes études. Pourquoi vous avez fait le choix de suivre votre formation en alternance? L'alternance en particulier, c'est quelque chose dans lequel je me retrouvais. J'avais besoin de toucher du doigt. J'ai travaillé sur la mise en place d'un cahier de production pour un produit standard qu'on avait dans la maison. Et après, au fur et à mesure, j'ai vraiment pris la main sur le poste d'ingénieur projet, qui est le poste que j'occupe aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que vous n'auriez pas pu apprendre sur les bancs de l'école de façon classique, sur une formation initiale intégrée? Comme on dit, rien ne remplace la pratique. Vous pouvez faire un cours de façon théorique, mais c'est en le pratiquant que vous intégrez vraiment pourquoi est-ce qu'on faisait ce cours. En réalité, je pense que beaucoup de mes camarades seront d'accord avec moi. Dès qu'on démarre l'alternance, on n'a plus trop envie de revenir à l'école. Elle permet vraiment d'être en situation réelle, en situation de stress, parce que généralement, l'entreprise paye une portion de la scolarité. On a généralement ce qu'on appelle l'obligation de résultat, parce qu'il faut valoriser le montant que l'entreprise dépense. Donc, on est surveillé, concentré sur notre évolution. Nous tous, au début, c'est dur, parce que tu dois sortir tôt, tu as des comptes à rendre, il faut vraiment intégrer pas mal de choses. Et au fur et à mesure, on grandit, on apprend, et à la fin, ça va, quoi. Et donc vous avez cherché pendant combien de temps cette alternance? J'ai cherché l'alternance pendant 1 an. Je voulais vraiment faire dans la construction industrielle. Les entreprises qui font dans ce domaine-là ne sont pas légion. Et les entreprises qui vont encore accepter de prendre en charge la scolarité, il n'y en a vraiment pas. Le concept déjà n'est pas intégré par nous-mêmes parce que je vais prendre une phrase qu'un recruteur dont je vais taire le nom m'a dit. C'est difficile pour quelqu'un, un Camerounais, de payer la scolarité à quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Et surtout pour un montant de 1 800 000 francs CFA. C'est assez difficile. Or, si l'État, par exemple, pouvait valoriser cette formation d'alternance, peut-être en accordant, je vais dire n'importe quoi, si tel PME prend un alternant, on va lui retirer 2-3% sur ses impôts l'année. Ça pourrait permettre à ce que chaque entreprise directement forme ces gars qu'ils pourront directement réutiliser. Vous étiez payé combien pendant votre alternance? Moi, quand j'ai démarré, on m'a dit que je ne valais rien, donc je ne devais avoir rien. Ça, je l'ai accepté, je l'ai compris. Il fallait prouver un peu ce qu'on valait, quoi. Mais la deuxième année, j'ai pris 60 000 francs quand j'étais en deuxième période et 85 000. À peu près 120 € par mois. Exact.
Et donc aujourd'hui, vous gagnez combien maintenant que vous êtes embauché en tant qu'ingénieur ? 350 à 450 000 francs. Entre 530 € et 690 €. 690 €, exact. Le salaire moyen auquel on peut prétendre quand on sort d'une école d'ingénieur, quand on est diplômé, c'est en tout cas au début une base de 300 000 francs CFA, à peu près 450 €. Ouais. Mais vraiment en fonction du secteur d'activité, de la convention, ce sont des chiffres qui varient. Mais justement avec les 300 000, je pense que c'est à peu près la moyenne, quoi. Et donc à quoi vous rêviez quand vous avez commencé vos études d'ingénieur ? J'ai 2 grands frères à moi dans la famille directe qui sont ingénieurs. Et je pense... Donc c'est une famille d'ingénieurs en fait. Je pense que papa nous a motivés aussi, avec mes frères qui sont ingénieurs aussi. Je pense quand même que ça a quelque part un peu orienté mon choix. Tout ce qu'on voulait quand on commençait, c'était faire de l'argent. C'était vraiment avoir de l'argent, ça c'est la réalité. Bon après, lorsqu'on grandit aussi, lorsqu'on regarde le contexte local, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à faire. Et justement, en quoi vous avez l'impression que votre travail, vos compétences d'ingénieur participent à l'économie du Cameroun ? Parce que quand je passe quelque part et que je vois un truc qu'on a construit, quand tu vois les gens les utiliser, ça te rend fier, quoi. Comme quoi ? Il y a des silos pour garder tout ce qui est produits alimentaires, tout ce qui est bière et tout. Tu passes avec la main, tu dis, ça c'est nous qui l'avons fait. Elle est assez contente. Et nous, aujourd'hui, on fabrique des véhicules, on fabrique des camions, on fabrique des carrosseries qui font en sorte que sur le marché local, on n'a plus vraiment besoin d'importer un certain nombre de pièces qu'on peut nous fabriquer local. Donc c'est un peu dans cette voie-là que moi je vois l'ingénieur de demain. C'est pour ça que nous, à notre manière, on participe vraiment au développement local. Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, participez au développement local. Raphaël, vous avez rencontré justement un jeune entrepreneur camerounais au parcours atypique et qui a décidé de s'investir pour répondre aux besoins de son pays. Déjà au téléphone, Flavien Kouacha était chaleureux. Il a 32 ans, il est agri-entrepreneur et il a créé Save Our Agriculture en 2017, une ferme écologique. C'est une figure de l'Afrique qui innove et il a reçu de nombreux prix d'ailleurs pour ses solutions qui sont basées sur l'aquaponie. Il va nous expliquer de quoi il s'agit. Flavien a suivi une formation d'ingénieur généraliste en apprentissage à l'UQAM Kikam et il m'a accueilli dans le quartier de Bonateki à Douala dans une chemise élégante aux motifs marron et rouge, une barbe taillée impeccable. Alors, à la sortie de la formation, j'ai travaillé pendant 3 ans pour l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon alternance, Bolloré Africa Logistics au Cameroun. Donc j'étais dans la maintenance portuaire notamment. Pour moi, c'était un peu un moyen de participer à améliorer les performances de cette entreprise-là qui avait participé d'une certaine façon à ma formation. Mais ensuite, en réalité, je ne me sentais plus vraiment à ma place. Donc, j'ai décidé de créer cette entreprise du nom de Save Our Agriculture qui fournit des kits aquaponiques. C'est un mode de culture qui n'est pas encore connu en Afrique, c'est-à-dire qu'on se sert des déjections de poissons pour fertiliser des légumes, pour faire des légumes 100% biologiques, en réduisant l'impact sur l'environnement, en réduisant la consommation d'eau. C'est une solution clairement actuelle. Alors il y a quand même un grand écart entre travailler pour le groupe Bolloré et finalement retourner aux sources, lancer une solution dans l'agriculture localement. Clairement, il y a un grand écart. Après, la devise de notre école, l'ICAM, c'est de former des ingénieurs techniquement compétents et humainement responsables. Et j'ai pris conscience de ce humainement responsable quand je suis sorti de l'école, dans la mesure où on est ingénieur pour apporter quelque chose de meilleur à la vie des gens. Et l'avantage qu'on a dans cette formation à l'ICAM, c'est vraiment qu'on se découvre en tant que soi, de prendre conscience du pouvoir qu'on a en tant qu'être humain. Est-ce que je peux vous demander quel salaire vous touchiez quand vous étiez chez Bolloré à la sortie de vos études et aujourd'hui, ce que vous touchez? J'avais un salaire à 7 chiffres. Aujourd'hui, je touche encore 3 fois moins. Mais je suis plus à l'aise. J'ai l'impression que j'ai un meilleur impact. Et ça a été compliqué de faire ce choix? Moi, j'ai fait 2 ans sans parler à mon père quand j'ai démissionné parce qu'il n'a pas compris pourquoi. Il m'a dit, mais ta grand-mère, elle a fait 40 ans d'agriculture et elle n'était même pas capable de se payer des vacances. Et moi, j'avais 24 ans quand je démissionnais. 24 ans, je dirigeais un service de 122 personnes. C'était le boulot rêvé pour le jeune Camerounais, mais j'en suis quand même parti. Ça demande quand même du cran de le faire. Et si je dis que je n'ai jamais regretté, ce serait un mensonge. Mais
lorsque je prends du recul à chaque fois, je réalise que j'ai fait le bon choix. Moi, à la base, c'est vraiment quand je décide de devenir entrepreneur, je retourne vivre avec ma grand-mère pendant 6 mois. C'est elle qui m'a élevé dans un village de 20 000 habitants à peu près dans l'ouest du Cameroun et je refais contact avec les réalités, les challenges de l'agriculture dans notre environnement. Et c'est à ce moment que je me dis peut-être que je peux apporter une solution à ce problème des pertes post-récolte que rencontrent des petits agriculteurs qui n'ont pas assez de moyens pour avoir une logistique conséquente. Et ça me conforte effectivement dans cette pensée que j'avais déjà, parce que le fait de travailler pour une grande multinationale, ça nous déconnecte un peu de cette réalité-là. On pense à soi, mais on ne se projette pas pour les autres dans les années qui viennent. Donc, durant ces premières années, ça a été vraiment difficile. Trouver la ressource compétente dans un domaine comme celui-là qui n'est pas encore suffisamment connu. Il faut pouvoir obtenir des ressources financières aussi pour développer l'entreprise. Donc, quand on persévère, on réussit à avoir la bonne équipe et à partir de là, on peut décoller. Et en développant ces produits, ces solutions, vous répondez à quels besoins de la société camerounaise ? Ça participe au développement de notre pays parce que notre régulation prend souvent du temps pour s'implémenter. Quelquefois, les pesticides ou les engrais qui ne sont plus utilisés dans d'autres continents sont déversés en Afrique. Et quand vous regardez les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, c'est plus de 500 000 personnes qui décèdent chaque année pour avoir consommé des aliments contaminés. Et plus des 2 tiers, c'est en Afrique. Donc, on se rend bien compte qu'on a besoin d'intervenir. Mais aussi, à un niveau un peu plus large, en regardant sur l'avenir, figurez-vous que le continent africain aujourd'hui a l'une des croissances les plus importantes dans le monde. Donc, il faut pouvoir produire plus et mieux. Parce qu'on n'aura pas toujours suffisamment de terre pour pratiquer une agriculture conventionnelle, pour nourrir les populations. Donc il faut commencer à habituer les gens à des modes de culture qui soient plus responsables, qui soient plus en adéquation avec la politique des changements climatiques. Et je le dis à d'autres entrepreneurs, c'est à nous de pouvoir dire aux autres en fait que notre mission va au-delà de notre personnalité individuelle. La vérité, c'est que je pense que l'Afrique repose entre nos mains aujourd'hui. Et il faut qu'on s'en rende compte. Vous, Flavien, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ingénieur de demain africain ? Je me souviens, en 2011, on se parlait avec des amis et je me rends compte qu'à l'époque, notre objectif, c'était de sortir de l'école, avoir un très bon emploi, une voiture de chez un concessionnaire, une belle maison, une épouse, 2-3 enfants qui vont dans une belle école aussi. Mais ce n'est totalement pas ça de réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est apporter quelque chose à son environnement, à sa société. Ce n'est pas la peine d'être à l'aise dans un environnement de misère. Ce que je peux dire à l'ingénieur de demain africain, c'est qu'il n'est pas juste ingénieur pour lui. Il est ingénieur pour lui, pour sa communauté, pour son pays, pour son continent. J'espère vraiment de tout cœur qu'il y en aura de plus en plus qui décideront de franchir le pas. Voilà le courage d'un ingénieur entrepreneur. Mais pour ça, il faut aussi que l'environnement économique et le développement des affaires ne soient pas freinés par la corruption, par une administration kafkaïenne, par la fiscalité, bref, tous les obstacles permanents pour les entrepreneurs. Comment former l'ingénieur africain de demain ? C'était un reportage de Raphaël Constant au Cameroun pour 7 milliards de voisins, avec le concours de l'ICAM à la réalisation, Nicolas Benita, Romain Dubrac. Et on se retrouve lundi, 7 milliards de voisins. On va s'intéresser au temps. Si vous êtes toujours en retard à courir après le temps, ou au contraire si vous savez vous accorder des moments calmes, dites-nous comment vous apprivoisez le temps, cette denrée devenue si rare. Vos messages dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. « 7 milliards de voisins, c'est fini.